Il y a des tests à passer par rapport à le pilotage, enfin des examens, Oui, comme ça. comme un permis de voiture. Il y a, Est-ce que tu as la CB alors, nous, on appelle ça une licence. On a une licence à passer, mais c'est le même genre. Ah, tu l'as rendu, Il ok. faut, Bon, bah, si écoute, je ne me trompe pas, 16 ou 17 heures de pilotage avec un instructeur. Ok. Donc depuis quand vous pilotez les montgolfières? 10 ans. 10 ans. Et j'ai 30 ans de parapente. D'accord. Et donc nous, du coup, notre thème principal, c'est comment se diriger en montgolfière. Donc comment ça se passe quand vous pilotez des montgolfières? Qu'est-ce que vous faites pour au départ pour se diriger? Au départ, c'est assez simple parce que ça c'est codifié. Oui. On fait le ballon, on gonfle le ballon au ventilateur, on met une bouteille de gonflage, on chauffe. C'est assez facile, dans le sens qu'on peut le maîtriser encore. Une fois qu'on est parti, eh ben, c'est l'aventure, parce que là on improvise en permanence. Donc, la plupart du temps, on fait une grande chandelle doucement pour repérer les flux d'air qui sont différents, sachant que l'atmosphère est comme un millefeuille. Ah oui. Et une fois qu'on a trouvé des flux d'air qui peuvent nous emmener à un endroit qui est agréable pour aller finir le vol, eh ben, on va le prendre. Enfin, ou essayer de le garder Demain soir, ok. et se laisser embarquer par le vent. Parce que la motricité d'un ballon, c'est que le vent qui nous pousse. Oui, d'accord. Et Et donc, je vais le chercher tout à l'heure. En soi, pour piloter, il faut chercher les vents par rapport aux altitudes de là où l'on va. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait d'autres solutions du coup, pour piloter une montgolfière, ou c'est vraiment, il n'y a que les vents, on ne peut pas faire autrement? Ah ben, on ne peut pas faire autrement. Nickel. Pour moi, ça s'appelle un dirigeable, ça s'appelle plus une montgolfière. D'accord. Ok, C'est vrai. super. Et il n'y a jamais eu, enfin je sais pas si vous savez, mais des pilotes qui ont essayé de diriger une montgolfière par d'autres moyens, ou ça c'est, je pense, pour l'authenticité, ça s'est jamais fait. Voilà. Et il y a une triche qui peut être. On a des panneaux de rotation sur le ballon. Donc, suivant quoi, si tu arrives à mettre 2 panneaux de rotation dans le même sens, à la construction du ballon, tu peux le faire décaler de 5-10 mètres. Ah oui, d'accord. C'est énergivore par rapport à ce qu'on fait fuir le ballon. On ne va pas se déplacer 3 km, on va se déplacer 10 mètres. Quelques mètres, ok. Donc après, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à la météo, ou des difficultés pour quand on pilote une montgolfière, difficultés qu'on encourt pendant le vol? Le risque d'orage, le vent qui se lève, qui s'arrête. Genre, l'année dernière, il y a eu des problématiques de ballons coincés sur le lac, avec plus de solution et plus de gaz. Quand ils se sont fait tirer par les bateaux. Voilà, ça, c'est des problèmes. Donc, il faut essayer d'anticiper. Ok. En touchant du bois, en posant les doigts. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une saison ou une heure idéale pour faire des vols en montgolfière? Tôt le matin, tard le soir. Là où les brises sont calmes, tout dans nos régions. Ok. Et en général, on monte à combien de mètres d'altitude dans un vol? Ici, on est en vol montagne, hein, donc souvent les vents météo sont à peu près à la hauteur des montagnes environnantes, donc ici on est à 1500-2000 mètres très souvent. Okay. Et pendant combien de temps on vole? Voilà. Les vols ici, on les calcule sur 1 heure. Sur 1 heure. Sachant qu'on a 2 heures, 2 heures et demie d'autonomie. Et ça c'est dans les bonbonnes de gaz par rapport au brûleur, d'accord. Ouais. Après on peut augmenter les bonbonnes. Mais plus on met de bonbonnes, moins on met de passagers. Ah oui, par rapport au poids. Par rapport à la place aussi. Oui. Et au poids. Au niveau réglementation aérienne, dans les paniers, il faut 0,25 mètres carrés par personne. Ah, c'est une réglementation. Donc les bouteilles tiennent à peu près cette place. Donc si on met 6-7 bouteilles sur un petit panier, on pourra mettre 4 passagers. Quoi. Donc il y a un ratio, mais c'est tout codifié parce que on est dans l'aviation civile. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que tant de bouteilles, tant de passagers. Ouais. Donc après l'autonomie, tu joues avec quoi. Est-ce que par exemple la taille d'un ballon du coup, parce qu'on sait que souvent ils font 2200 mètres cubes environ, les normaux. Ça c'est les petits ça. Les petits, d'accord. Et ça peut aller jusqu'à combien? Actuellement le plus gros du monde il fait 27 ou 29 000 mètres cubes. Ah d'accord. Ouais. Et il emmène 30 personnes. Ah oui, d'accord. Et les plus petits doivent faire 1500 mètres cubes. Mais ils emmènent une personne. 5-6 ballons qu'il y a, ça tourne entre 3, 4, 5 000 mètres cubes, la plupart. En montagne, on ne passe pas avec des ballons de 20 000 mètres cubes. C'est trop compliqué à poser dans les vallées. Quoi.
Ok, ah oui, d'ailleurs, par rapport aux vallées, du coup, ça a une influence aussi sur la direction quand on se met dans une vallée avec une montgolfière, c'est pour se diriger aussi. Bah, forcément, comme on joue avec le vent va être influencé par les reliefs. Oui. Donc la vallée, on va la suivre ou pas. Voilà. Enfin, on va la remonter ou on va la descendre. Si on la loupe, on est obligé de faire celle d'après. Comment vous faites pour savoir où est-ce que vous atterrissez exactement? On ne sait pas trop. Après, on prend les météos avant de démarrer. Avant de démarrer le vol, on est censé faire un calcul de charge, c'est-à-dire prendre le poids des passagers, la température, l'altitude théorique qu'on va prendre, et voir si on peut le faire par rapport. C'est-à-dire que le ballon, s'il fait 5 degrés ou s'il fait 35 degrés, il ne va pas aller aussi haut avec le même poids dedans. D'accord ? Donc on est censé faire ce calcul de charge qui va nous dire qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Ensuite on prend toutes les météos qu'on peut. Les météos, en fait, il faut surtout voir s'il n'y a pas d'orage en vue. Une fois qu'on a vu ça, si on a de la visie, c'est-à-dire pas trop de nuages, ce qui est surtout intéressant, c'est de prendre des prévisions de vent à hauteur différente. Ça va nous influencer, ça va nous aider surtout. Après, le jeu consiste à dire on pose là, et y aller. Et ça marche de temps en temps. Donc pour la direction, si je résume, c'est surtout par rapport à la météo, on essaye de regarder avant pour pouvoir faciliter la direction. Pour pouvoir dire je vais essayer de poser à Saint-Joriot. Voilà, après ça reste après tu te débrouilles, t'essayes. Ça marche, t'es bon. Ça marche pas, après, être bon, être moins bon, c'est pas bien grave, tant que t'es posé, vivant dans un endroit, on s'en fout un peu. Voilà. Pour autant, il y a des compétitions au monde, où justement il y a des balises à passer, quoi. C'est assez compliqué. Tu vas au nord et tu fais 300 mètres, tu vas au sud. Donc tu montes doucement pour essayer de mémoriser tout le truc. Et par contre, quand tu descends vite. Parce qu'autrement, tu vas te faire emmerder avec justement toutes les tranches d'air que tu as pris à la rentrée, toi, la montée. Et quand tu redescends, tu vas rarement arriver pile poil à l'aplomb de là où tu étais. Oui, voilà. Donc voilà. Donc ça reste quand même une part d'aventure et d'aléatoire. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour vous dire, il y a 204 ans, un truc comme ça, il y a un mec qui a traversé la Manche. À l'époque de la Révolution, Oui. 200 ans. Donc imaginez le merdier, il n'y avait pas de bateau de secours, il ne savait pas nager, il n'avait pas de bouée. Berlin au est, pour s'échapper, les mecs ont fabriqué un ballon pour sauter le mur. Ah oui, voilà, d'accord. C'est des trucs quand même rigolos.